Le microbiote, on en parle beaucoup, mais savez-vous vraiment ce que c'est? On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le professeur Philippe Marteau, vous êtes hépato-gastro-entérologue, c'est toujours simple quand on dit les titres, comme ça c'est des trucs à rallonge. Hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Thonon. Le professeur Karine Clément, vous êtes professeur d'endocrinologie et de nutrition et vous êtes à la Pitié-Salpêtrière. Le professeur Maxime Seban, vous êtes rhumatologue à l'hôpital Ambroise Paré et en duplex avec nous, le docteur Philippe Gérard. Vous êtes directeur de recherche INRAE à l'Institut Michaelis et on vous remercie d'être en duplex avec nous. Une première question, professeur Marteau. Le microbiote, déjà, on plante le décor. Qu'est-ce que c'est le microbiote? C'est des microbes. En gros, les êtres humains, comme les autres animaux supérieurs, ont plein de microbes, essentiellement sur les interfaces, c'est-à-dire la peau, finalement, et puis la muqueuse du tube digestif, la muqueuse des bronches, la muqueuse génitale. Et tous ces microbes qui sont là, qui sont des bactéries, ce qu'on appelle des archées, des virus, des levures, on a longtemps pensé, quand on les a découverts, que ça servait à rien. Et puis en fait, ils sont très utiles à la santé, ils étaient sur Terre avant nous. Et donc, on va parler surtout du microbiote intestinal, parce qu'en masse, finalement, c'est celui qui est le plus important. Mais tous ces microbiotes sont différents et sont utiles en physiologie et aujourd'hui sans doute en médecine. Donc quand on dit le microbiote, on se trompe, il n'y a pas un microbiote, mais des microbiotes. Il y a des microbiotes, même chez une même personne. Moi-même, j'ai un microbiote différent dans mon tube digestif, dans le haut. Dans mon estomac, c'est pas pareil que dans mon intestin grêle, c'est pas pareil que dans mon côlon. Et puis bien sûr, mon microbiote diffère du vôtre. Quoique quand on regarde les choses, on est un peu similaires, on est plus similaires entre nous qu'on ne l'est avec un chimpanzé. Et le chimpanzé est un peu plus proche qu'un cochon, vous voyez. Mais si j'avais un jumeau, il serait plus proche de moi encore. Surtout si c'était un vrai jumeau, comme on dit. Donc vous voyez, on a finalement des microbiotes qui diffèrent et qui sont voisins les uns des autres. On dit souvent que le microbiote intestinal, pour le coup, cette fois-ci, c'est le deuxième cerveau. On a raison de dire ça ou pas? Non. Non. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas ce que... comme je suis gastro-entérologue, je ne sais pas ce que c'est que le cerveau. Mais le deuxième cerveau, d'où est venu ce terme? Je crois qu'il est venu de la découverte récente que le microbiote intestinal produit tellement de substances et interagit avec les petits nerfs de l'intestin qui communiquent avec le cerveau. Je pense que c'est de là d'où vient cette idée, une idée vraie, démontrée, que les microbes de l'intestin peuvent aider le fonctionnement neurologique de notre intestin et même, puisqu'on a découvert ça, il y a un axe finalement entre l'intestin et le cerveau. Non seulement votre cerveau peut vous faire, je ne dis pas de gros mots, enfin vous voyez ce que je veux dire, il peut vous faire fonctionner le tube digestif, vous faire dysfonctionner quand vous êtes stressé, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que votre intestin peut envoyer des messages à votre cerveau et métabolise des molécules comme celle de la dépression, par exemple. D'accord. Et donc, il y a une communication, en fait, entre les organes, ce qui est un peu logique, finalement. C'est quoi sa fonction au microbiote? Il en a plein. Quand on regarde les choses, l'une des premières qu'on a découvertes, c'est qu'il pouvait nous aider éventuellement à digérer, c'est-à-dire à casser les molécules des aliments qu'on mange pour les rendre absorbables. Je vais prendre un exemple bête, mais les bactéries du yaourt, ça sait digérer le lait. Et bien, quand on mange des bactéries du yaourt, ça nous aide à digérer le lactose du yaourt. Donc ça, c'est des fonctions digestives. Il y a des fonctions de synthèse, comme par exemple la fabrication de certaines vitamines. C'est des molécules, finalement, ou des transformations. Vous mangez un aliment, il est transformé par votre microbiote en un autre. Et parfois en aliment plus bénéfique, ou parfois en aliment plus mauvais, des cancérigènes par exemple. Et puis le microbiote était là avant le système immunitaire, et le système immunitaire a appris à vivre avec son environnement, donc des microbes. Donc finalement, notre système immunitaire sent par des récepteurs la présence des microbes, et il y a un équilibre qui se crée, il y a un dialogue.
Ils se parlent, ils s'équilibrent l'un l'autre. Donc, beaucoup de grandes fonctions. Et puis, le gastroentérologue vous dira ça régule la motricité intestinale, ça régule la sensibilité des viscères. Le neurologue vous dira peut-être que ça aide à la dépression. Enfin, on découvre de plus en plus de fonctions à ce microbiote. Qu'est-ce qu'on fait pour chouchouter son microbiote intestinal ? On vit sainement. Aujourd'hui, l'une des choses qu'on pense bien, dans l'intestin comme ailleurs, c'est la richesse et la biodiversité. Et la biodiversité, pour vous dire, il y a au moins 200 espèces de bactéries dans votre intestin, 200 dans le mien. Et puis, au total, je suis sûr qu'il y en a 18 qui sont communes. Donc, vous voyez, on a des gros points communs et puis un certain nombre de différences. Mais ce qui probablement nous protège le plus, c'est notre biodiversité. C'est-à-dire que celui qui a moins d'espèces, il s'en sort moins, il réagit moins quand il a une agression que celui qui a beaucoup d'espèces. Et celui qui est riche aussi dans chacune des espèces, donc qui a beaucoup de microbes de la même espèce, richesse et biodiversité, se défend mieux. Et comment on maintient la richesse et la biodiversité ? En donnant à manger de la richesse et la biodiversité. C'est-à-dire quelque part, c'est ce qu'on pense, en étant dans un monde sain où on n'est pas bourré d'antibiotiques, de pesticides, etc., mais au contraire, on mange varié, peut-être au rythme de la journée, des saisons. Justement, je me suis peut-être trompé, mais j'avais cru lire que les antibiotiques perturbaient le microbiote et détruisaient, dans une certaine mesure, la diversité dont vous venez de parler. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Alors, tant mieux, parce qu'on s'est aperçu que parmi les microbes, il y en avait des mauvais. Et quand on tue les mauvais, on s'est aperçu, les antibiotiques, c'est le siècle dernier, c'est pas très vieux, on s'est aperçu qu'on sauvait les vies. Mais c'est au prix, on le paye sur nos bonnes bactéries ou nos bonnes levures. Et c'est là où il faut savoir, finalement, regarder l'envers de la médaille et qu'on voit parfois que des antibiothérapies répétées deviennent un facteur de risque de certaines maladies, et même des maladies infectieuses. Donc, c'est un travail difficile que d'être docteur. Il faut à la fois soigner les infections et puis pas appauvrir le microbiote. On s'aperçoit que le microbiote des gens des pays riches, qui mangent plus d'antibiotiques, qui vivent dans des conditions écologiques différentes, est moins riche et moins protecteur que le microbiote des gens qui vivent dans des pays moins riches. Alors, et les probiotiques, est-ce que c'est bon pour le microbiote ? Parce que ça, on nous en fait une publicité extraordinaire. D'abord, je répondrai que parfois la publicité est excessive dans tous les domaines et dans celui des probiotiques aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a des microbes, quand on les rajoute à l'écosystème intestinal, soit parce qu'ils ont un effet direct, soit parce qu'ils modulent ce fameux écosystème, ce fameux microbiote, ils ont des effets santé, de maintien de santé ou des effets thérapeutiques. Et ça, c'est montré dans des bons travaux, des études scientifiques, comme on dit en double aveugle, où il y a des gens qui prennent le produit et d'autres qui prennent des gélules vides. Donc, c'est comme le reste, il y a des bons probiotiques et d'autres qui ne devraient pas porter ce nom-là parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Les bons sont plus rares que les pas bons. Que les autres, voilà. Professeur Karine Clément, vous dites qu'il y a un lien entre microbiote et obésité. Alors, c'est une hypothèse ou c'est un fait ? Je crois qu'on peut dire maintenant que c'est un fait, et heureusement, il n'y a pas que moi qui le dis, sinon ce serait suspect. Donc c'est venu de plusieurs études successives. Donc je pense que c'est intéressant de rappeler l'historique. Mais avant ça, c'est important aussi de dire que l'obésité, ça ne se résume pas à manger trop et ne pas dépenser trop d'énergie, être sédentaire. En bref, c'est que ça devient, au cours du temps, c'est une vraie maladie et c'est une pathologie d'organes et des dialogues entre les organes. Et en fait, on a évoqué ces dialogues, on a évoqué l'intestin, le cerveau, mais en fait, dans l'obésité, ça met en jeu beaucoup de systèmes, beaucoup d'organes, le tissu graisseux, le foie, le muscle, et l'intestin, qui a été curieusement assez négligé pendant des années. Donc moi, on dit l'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences pour la santé. C'est une pathologie des organes et des dialogues entre ces organes. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années,
il y a un organe qui est venu dans le système, qui est celui du microbiote intestinal. Et en fait, on parlait de la diversité et de la richesse du microbiote. Ben oui, quand on a commencé à regarder par des technologies modernes de séquençage du microbiote, le microbiote de personnes en situation d'obésité, on s'aperçoit qu'il est plus appauvri que d'autres personnes qui n'ont pas de situation d'obésité. Mais ce n'est pas vrai chez tout le monde. Donc en fait, on touche du doigt aussi un facteur important, c'est l'hétérogénéité. L'obésité d'une personne n'est pas celle d'une autre. Et en fait, le microbiote d'une personne obèse, il y a des personnes en situation d'obésité qui ont un microbiote riche et d'autres un microbiote appauvri. Et donc on peut comme ça, si vous voulez, faire des groupes, alors on dit stratifier dans notre jargon, mais donc faire des groupes entre des personnes qui ont un microbiote appauvri et d'autres un microbiote riche. Le microbiote, c'est une piste pour comprendre l'obésité ou à terme pour lutter contre l'obésité? Les deux. C'est-à-dire que globalement, les travaux sont venus également d'expériences animales, on en reparlera je pense tout à l'heure, où on s'est aperçu qu'en donnant du microbiote d'une souris en situation d'obésité, voire même d'une personne à une souris sans germe, eh bien en fait celle qui avait reçu le microbiote d'un animal ou même d'une personne en situation d'obésité prenait plus de poids par rapport à un animal qui avait reçu par transfert de microbiote le microbiote d'une personne non obèse. Et donc à l'inverse, on peut faire maigrir? Alors oui, il y a des travaux qui montrent ça. C'est plus compliqué dans l'autre sens, en réalité. C'est toujours plus compliqué, maigrir que grossir. Ça, on peut vous le confirmer. Mais en fait, donc ça a donné... Donc quand vous posez la question, est-ce que ça peut être impliqué de façon causale, il y a des éléments dans ces modèles animaux pour dire que ça peut être impliqué de façon causale. Mais chez l'homme, on a encore beaucoup de questions. Et moi, je suis plus partisane de dire que c'est lié au phénomène d'une maladie qui devient chronique, plutôt que l'implication en termes de causalité. En fait, le microbiote, c'est un formidable intégrateur de notre environnement. En fait, vous mangez différemment, vous faites de l'activité physique différemment, vous mangez des produits ultra transformés, on a parlé des médicaments, ça va avoir un impact sur votre microbiote. Et le microbiote va avoir un impact sur la santé. Obésité. Et en particulier l'obésité et ses complications. On a parlé du système immunitaire. En fait, chez des personnes en situation d'obésité, il y a une augmentation de l'inflammation. Mais en fait, on pense que le microbiote, et notamment la perte de diversité, est associé à un état plus pro-inflammatoire chez des personnes obèses. Alors, c'est la même chose pour les rhumatismes, professeur Brément? C'est la même chose. C'est une histoire probablement d'inflammation. Les premiers résultats qui suggèrent qu'il y a un lien, ce sont les modèles animaux également, avec plusieurs modèles de ce qu'on appelle des arthrites, des inflammations articulaires, qui sont considérablement modifiées en fonction du microbiote. Je prends pour exemple un modèle d'une maladie que tout le monde ne connaît pas, mais qui est une maladie inflammatoire des articulations, la spondylarthrite ankylosante. Dans un modèle animal, quand les animaux, ce sont des rats, sont élevés en isolateur stérile, c'est-à-dire ce qu'on appelle germe-free, n'ont aucun germe, eh bien ils sont indemnes de la pathologie. Donc on voit au travers de ces modèles animaux que la présence du microbiote influence l'inflammation à distance de l'intestin, des articulations. Donc c'est ça le point de départ de la réflexion. À partir de là, il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir si réellement ce microbiote a une influence causale dans les maladies humaines aussi, ou bien si ce que l'on voit aujourd'hui au travers de nombreuses études, il y en a de plus en plus, c'est-à-dire les modifications du microbiote au cours de ces maladies sont tout simplement une conséquence d'un état inflammatoire où qu'il soit, parce que l'inflammation, même à distance de l'intestin, l'inflammation des articulations va de proche en proche par des médiateurs, par des molécules qui diffusent à travers l'organisme, va pouvoir influencer ce qui se passe dans l'intestin et donc toucher à distance le microbiote. Ce que vous nous dites, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'inflammation en fait, qui vient perturber le microbiote ou le fait qu'on a un microbiote appauvri qui vient déclencher l'inflammation, c'est ça? C'est exactement ça. Mais on sait qu'il y a un truc entre les deux. Et une des pistes intéressantes, c'est que c'est peut-être les deux. Oui. Et ça renvoie aussi à l'idée de passage d'un état aigu d'inflammation à une maladie chronique. Peut-être que l'inflammation perturbe le microbiote, et ça on en a des preuves, et qu'à ce moment-là émergent des bactéries indésirables,
Et là, ça va faire le lien avec la réponse immunitaire dont on a déjà parlé et dont on reparlera. Pareil pour l'obésité, Oui, c'est un peu les mêmes mécanismes. En situation d'obésité, on est en situation d'inflammation dite de bas grade, c'est-à-dire une élévation de facteurs inflammatoires pendant longtemps. Et c'est un point très important, le tissu graisseux participe aussi à cette inflammation de bas grade. Et en fait, ça fait le lien aussi avec les nombreuses complications de l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les pathologies hépatiques. Donc cette inflammation, c'est probablement un élément central effectivement, dans pas mal de pathologies. Alors vous savez quoi ? Pour essayer de comprendre un peu mieux, on va aller voir le docteur Philippe Gérard. Alors vous justement, vous essayez de comprendre la relation entre le microbiote et certaines pathologies, et pour tout ça, vous faites des expériences sur des petites bébêtes. C'est pas très gentil, docteur Philippe Gérard, ce que vous faites. Alors tout à fait, ça a été évoqué par les collègues. Là, j'utilise des souris et des rats qui sont dits axéniques ou germ-free en anglais, donc qui sont complètement dépourvus de microbiote et qui sont élevés dans des isolateurs stériles. Et donc, en observant ces animaux, on peut déjà voir quelles sont les conséquences de l'absence de microbiote. Ça a été évoqué, ils font par exemple pas d'inflammation dans certaines pathologies, mais il a également été montré que ces animaux ne devenaient pas obèses lorsqu'on leur donne un régime hyperlipidique. Donc c'est en fait ce qui est à l'origine de l'idée que le microbiote pourrait jouer un rôle dans l'obésité. Mais on peut également transférer différents types de microbiotes, y compris des microbiotes humains qui proviennent de patients. Et de cette façon, on peut voir si le microbiote d'un patient qui a telle ou telle pathologie, si on peut reproduire une partie de cette maladie en transférant le microbiote et du coup arriver vers une idée de causalité entre le microbiote et la santé. Et c'est par exemple ce qu'on a fait nous dans le cas de la maladie alcoolique du foie, où je pourrais définir ce projet, l'expliquer un peu plus en détail si ça vous intéresse. Alors, j'ai une question préalable. Vous dites que vous travaillez sur des rats et des souris qui sont dénués de microbiote. Alors, on peut vivre sans microbiote ? Alors, nous difficilement. Oui, nous difficilement. Mais les rats et les souris peuvent tout à fait vivre correctement sans microbiote. C'est une histoire ancienne. Les premiers rongeurs sans microbiote ont été créés dans les années 40 à l'université de Notre-Dame aux États-Unis. En Europe, la première animalerie axénique, donc c'est ce type d'animalerie qu'on a dans notre laboratoire à Juillan-Josas, a été créée dans les années 60 en Suède, et la nôtre date des années 70, c'est la deuxième plus ancienne d'Europe. Et donc ces souris et ces rats, il y a eu d'autres essais avec d'autres animaux un peu plus gros, mais c'est un peu plus compliqué à utiliser, vivent de façon complètement normale tant qu'ils sont dans les isolateurs, mais néanmoins si on mesure un peu plus précisément un certain nombre de caractères, on voit bien qu'ils ne sont pas tout à fait, en particulier, ils ont un système immunitaire complètement immature, donc ils ne sont pas complètement normaux, entre guillemets, mais ils vivent très bien. Donc ces petites bébêtes qui sont dépourvues de microbiote, si j'ai bien compris, vous prenez du microbiote de personnes, d'humains, qui ont développé telle ou telle maladie, et vous faites une transplantation de microbiote et vous regardez ce qui se passe chez la bébête, c'est ça ? Exactement. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est de transplanter des microbiotes humains de personnes qui ont ou qui n'ont pas la maladie. Si je reviens à mon exemple de la maladie alcoolique du foie, on ne comprend pas vraiment pourquoi tous les alcooliques ne sont pas égaux devant la consommation d'alcool. À la consommation d'alcool égale, certains vont faire une inflammation du foie, une cirrhose, et d'autres ne vont pas en faire. Et on ne comprend pas vraiment quels sont les facteurs qui expliquent ça. Donc on a essayé de se dire, est-ce que ce ne serait pas parce qu'ils ont un microbiote différent que certaines personnes vont développer ou pas une cirrhose du foie ou une inflammation. Et donc on a pris les microbiotes de patients avec ou sans inflammation du foie, qu'on a transplanté chez nos souris. On a ensuite administré de l'alcool à nos souris en continu, et seules les souris qui avaient le microbiote des patients avec hépatite ont développé une inflammation du foie. Ce qui veut dire que c'est clairement le microbiote qui permet d'expliquer pourquoi, consommation d'alcool égale, certaines personnes vont faire ces inflammations hépatiques et pas d'autres. Eh bien, dites donc, il s'en passe des choses dans votre laboratoire, et puis les souris, ça picole, si j'ai bien compris. Alors, dites-moi une chose, on a décrypté le génome humain. Est-ce qu'un des prochains chantiers, c'est de décrypter le microbiote pour faire une carte du microbiote et mieux comprendre ce qui se passe ?
qui veut répondre. Je veux Karine. bien répondre. C'est déjà, fait. in progress et même plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce justement aux techniques de séquençage, et ça a été un des... Enfin, d'ailleurs, il faut le dire, la France a été pionnière grâce aux équipes de l'INRA, enfin maintenant l'INRAE, sur le séquençage du microbiote. On est capable effectivement, par l'approche du séquençage, de regarder les différents gènes. Et au début, on s'est dit, bon, il y a à peu près 3-4 millions de gènes. Maintenant, on est à bien plus que 10 millions de gènes, parce que plus on séquence, plus il y en a. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui des cartographies en fait, du microbiote qui sont accessibles à la communauté scientifique. Et ça va nous aider à avancer, professeur Marteau? Ben, on l'espère. On l'espère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une observation comme ça, il faut essayer de voir si ça nous guide pour soit des diagnostics, soit des traitements. Les diagnostics, c'est finalement utiliser le microbiote comme des bioindicateurs, comme les truites dans un torrent, en disant il y a des truites, ça doit être un bon torrent, il n'y en a plus, alors qu'il n'y a que des boîtes de conserve, c'est plus un bon torrent, ou il y a des abeilles dans ce champ, vous voyez, de bioindicateurs. Et puis l'autre chose, c'est carrément même utiliser le microbiote à des fins thérapeutiques, en disant je pousse mon microbiote comme ça, soit avec un probiotique, une transplantation fécale, des antibiotiques, pourquoi pas, des prébiotiques, peu importe, je pousse mon microbiote dans un sens. Est-ce que parallèlement, j'observe une amélioration d'un état de santé ? Et ça, ces travaux sont en cours et ça ne va jamais assez vite par rapport à l'attente des personnes qui sont malades, qui peuvent être fascinées par l'idée. Hein. Alors vous avez évoqué justement la transplantation fécale. On en parle beaucoup de la fécale. Qu'est-ce que c'est que la transplantation fécale? Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé, alors, parce que je n'en ai pas pratiqué jusque-là. La transplantation fécale. Moi. Allez. Le caca, c'est Marteau. Voilà, exactement. Est-ce que j'ai déjà fait ça il y a 30 ans? La réponse est oui, mais maintenant, ça devient une industrie. Ces dernières années. Pourquoi ça devient une industrie? Parce que d'une idée un petit peu dégoûtante, scatologique pour gastro-entérologues, c'est devenu une pratique médicale recommandée, dans des recommandations internationales pour une maladie très liée au microbiote, qui s'appelle l'infection récidivante à Clostridium difficile. En gros, ce sont des gens qui ont des cures d'antibiotiques, et qui ont cette malchance que ces cures d'antibiotiques détruisent tellement la fonction de leur flore que leur flore soit plus capable de se défendre contre une infection qui, à ce moment-là, peut les faire mourir. Clostridium difficile, Clostridioides, maintenant on l'appelle comme ça. Et il a été montré que cette infection a tendance à récidiver. Le microbiote, le mauvais microbiote se plaît chez monsieur machin et il y revient, il peut le tuer. Et on s'est aperçu qu'en transplantant des selles de sujets sains à ces sujets-là, on avait 90% d'efficacité. Donc maintenant, ça a relancé la mode de la recherche, mais la seule indication médicale validée, c'est celle-là, c'est les infections récidivantes à Clostridium, qui fait de la recherche dans le domaine de l'obésité, dans le domaine du diabète, dans le domaine de la rectocolite hémorragique, dans le domaine de la dépression. Tout le monde, beaucoup de gens font de la recherche, mais la seule indication, c'est celle-là. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Les chercheurs, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui, docteur Gérard? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est compliqué comme question. Je dirais que maintenant, on essaye de comprendre les mécanismes, c'est-à-dire comment le microbiote peut impacter telle ou telle pathologie. Et je pense qu'une des techniques qui est apparue au cours des dernières années, qui est la métabolomique, qui permet de mesurer l'ensemble des métabolites produits ou qu'on retrouve dans le sang, par exemple, mais on est également capable maintenant de faire de la métabolomique dans les selles. Et donc, on peut déterminer quels sont tous les molécules qui sont produites par un microbiote donné. Et je pense que c'est vraiment en utilisant cette technique qu'on va pouvoir comprendre comment le microbiote peut impacter telle ou telle pathologie. Karine, dans votre spécialité? Oui, nous, en fait, dans le domaine de la nutrition, ce qui nous intéresse vraiment, je souscris à ce qui a été dit, c'est les aspects mécanismes. Il ne faut pas oublier que quand on mange, en fait, c'est de la nourriture pour les bactéries. Donc déjà, il y a ce qui vient de l'alimentation et aussi les métabolites produits par les aliments. Ensuite, les bactéries vont avoir une machinerie, vont utiliser, produire, échanger. Et donc,
produire également certains métabolites qui ont des effets sur la glycémie, sur le stockage de masse grasse. Donc ça, c'est des points importants. Et d'un point de vue clinique, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est savoir où vont se situer les outils de séquençage, d'analyse du microbiote, mais ça ne doit pas être tout seul. C'est avec également les caractéristiques des personnes. Maxime, Karine a été bavarde, il vous reste 20 secondes pour conclure. Alors, ce qui nous intéresse, c'est certaines bactéries particulières qui, au milieu d'un appauvrissement, pourraient générer la pathologie inflammatoire articulaire. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille, essayer d'identifier quelques bactéries spéciales. 10 secondes au professeur Ils ont tout Marteau. Ils ont tout dit. Je suis d'accord. Ils ont tout dit, alors on rajoute rien de plus. En tout cas, merci, je pense qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui avec vous sur le microbiote. En tout cas, on sait mieux ce qui se cache derrière ce mot. Merci donc professeur Karine Clément, professeur Philippe Marteau et professeur Maxime Brévent. Et merci à vous, docteur Philippe Gérard. Faites pas trop de mal à nos petites bébêtes, c'est pas très gentil. Voilà, c'est la fin de cette émission. Chouchoutez bien votre microbiote. À très bientôt pour un autre numéro et d'ici là, portez-vous bien.